Excuse-moi, désolé. Oui, je pense que ce serait bien qu'on puisse débattre de ça maintenant, avant de passer à d'autres questions, Madame le maire. Je vois que vous avez des rapports à présenter, donc on peut parler du compte administratif. Bien sûr. Voilà, d'accord. Merci de me donner la parole. Donc, nous voulons aussi remercier les fonctionnaires du service des finances, d'abord pour la qualité du document, qui vraiment s'est amélioré au fil des années, mais également par le travail minutieux qui est fait pour chaque ligne de tous les budgets. Donc je le dis. Et puis plus particulièrement, et par amitié pour toi, Gérard, juste te remercier pour la bonne tenue de cette commission des finances. Voilà. Alors ça commence bien, ça ne va pas aller trop mal après, mais enfin il y aura quelques vérités. Alors effectivement, nous débattons aujourd'hui du dernier compte administratif du mandat, et à cette occasion, je vais profiter, si vous me permettez, de jeter un regard en arrière depuis 2014, parce que c'est le mandat qui nous a réunis ici, et peut-être un tout petit peu avant, pour établir une sorte de bilan global, politique, de votre action. Comme je vous le dis à chaque compte administratif, votre gestion, et Gérard vient d'en donner l'exemple, a surtout un caractère comptable d'abord. Il est fait pour ça, c'est un compte, bien entendu, et loin de nous l'idée de nier certaines réalisations annoncées ou relevant parfois d'opportunités, et pour beaucoup de prestige plutôt, mais que nous avons volontiers approuvé lorsqu'elle nous paraissait apporter un service ou une amélioration de la vie quotidienne de nos concitoyens. Mais votre gestion, ce n'est pas que cela, elle est aussi et surtout la traduction des choix, ou hélas des non-choix politiques, selon nous, que vous faites, abstraction faite évidemment des compétences et des contraintes inhérentes à toutes les collectivités. On a des parts contraintes, on ne peut pas faire autrement. Alors pour notre part, je parle beaucoup plus largement que ceux peut-être de mon groupe, mais parce qu'il y a eu des moments où nous avons travaillé avec d'autres qui ont décidé de se séparer. Nous avons voulu nous attacher au constat des attentes sociales non satisfaites, ça fait partie souvent de nos interventions, et des besoins concrets de proximité de nos concitoyens. Dans ces domaines-là, pour nous, les carences sont criantes. Je vais prendre quelques exemples, peut-être pour remémorer un petit peu les choses. Par exemple, en termes de logements sociaux. C'est une redite, mais ça va toujours mieux en le redisant. Pour lesquels nous payons des pénalités importantes. On était à 1,1 million, on est maintenant cette année encore à 600 000, 606 000 exactement. Mais ces pénalités ne nous exonèrent pas de faire des recherches pour créer du logement social. Et ça ne répond pas en tout cas à ces besoins, notamment pour les catégories sociales que nous visons, les jeunes ménages qui veulent s'installer à Aix, les personnes moyennes modestes, les personnes âgées également, parce que leurs retraites ne sont pas mirobolantes, les étudiants qui sont parfois vraiment, j'allais dire, je mets des guillemets, volés par les propriétaires qui louent des petites chambres de rien du tout à des prix exorbitants. C'est aussi le résultat de vos décisions urbanistiques qui, de notre point de vue, privilégient les constructions privées plutôt que publiques, ce qui fait que le prix du foncier est devenu insupportable à Aix. Nous sommes la troisième ou quatrième ville de France à avoir un prix du foncier très élevé. Et les familles qui veulent s'installer à Aix pour leur travail sont contraintes d'aller chercher à se loger dans les communes du pays d'Aix, avec ce que cela entraîne évidemment. Les déplacements multipliés, la perte de temps, le stress, la pollution automobile. J'en ai trouvé une preuve dans les effets des évolutions démographiques dans le document du compte administratif. Il est précisé que ces 4 dernières années, la population a repris un petit peu, s'est remise dans le positif. Mais les 4 années précédentes, de 2011 à 2014, elle était en baisse. J'ai fait un petit total, 4 ans, 2416
Tépar, et pour les 4 dernières années, 1898, ce qui veut dire qu'il y a malgré tout un solde négatif sur ces 8 ans, donc de 518 habitants. Je parle des chiffres de l'INSEE que vous produisez vous-même. Je vais parler maintenant des écoles. Et quoi que vous en disiez, les efforts pour la rénovation et l'entretien des écoles, de notre point de vue encore, sont en dessous des mesures nécessaires pour assurer un meilleur accueil des enfants. Rappelez-vous, on en a parlé tout à l'heure, de la manifestation des parents d'élèves il y a 2 ans et encore quelques jours, je pense à la maréchale. Parlons également de la voirie. Comme chaque exploit, je vous l'avais déjà dit, ça, je me redis, je suis étonné du mauvais état persistant de certaines rues et toujours encore plus étonné de constater que les interventions de réfection soient faites par petits bouts, ici et là. Ça s'appelle, de mon point de vue, du rafistolage et non pas le traitement en entier d'une voie entière. Vous avez peut-être observé, comme moi, que avec la mise en service ou les travaux de voirie pour la mise en service de BHNS, qui rénove tout un parcours, eh bien l'effet, c'est de déclasser encore plus la voirie en mauvais état. Ça crée un écart visuel beaucoup plus fort, donc pour les rues, en tout cas, avoisinantes. Pour illustrer, je ne vais pas être encore très long, pour illustrer ce que j'appelle une gestion comptable, je vous redis qu'avec une certaine habileté, vous avez usé de tours de passe-passe à plusieurs reprises pour équilibrer les budgets. Je rappelle la transaction avec le canal de Provence, 15 millions d'euros, valable pour une seule année. L'eau risque maintenant d'augmenter, bien entendu, hein, mais enfin on est en régie, c'est déjà ça de gagner, hein, on reste en régie. Il y a aussi la vente massive, telle une braderie pour plusieurs millions d'euros d'éléments du patrimoine immobilier communal, et pas des moindres. Je rappelle l'hôtel de Caumont. Ben oui, même si nous nous félicitons du résultat, c'était la gestion même du dossier qui posait problème. Et on nous dit qu'on a encore effectué une dépense de 1,5 million dans le cadre, vous savez, de la rénovation des façades. Il a fallu combler au fil des années également des dépenses suite à divers fiascos. Il y en a 2 qui me reviennent en mémoire. Les vélos, nous payons des pénalités à la société de co à hauteur de 1,9 million. Et puis le réseau Aix-en-Bus, qui a été mal géré depuis 2015, excusez-moi, et qui a provoqué un énorme surcoût. Alors vous me direz, c'est maintenant la métropole, mais c'était avant le Conseil territoire. Il n'en reste pas moins que nous sommes responsables de ces problèmes. Donc, puisque le réseau tel qu'il avait été revu n'était pas performant, vous aviez vous-même demandé à ce qu'on revienne en grande partie à l'ancien réseau, et nous y sommes, et il n'est pas plus performant pour l'instant. C'est ça. Et donc, j'en viens maintenant juste sur l'idée de vos priorités. Quelles sont les insuffisances selon notre analyse? Quels sont les bénéfices qu'en tirent ou pas nos concitoyens? Vous savez que dans les quartiers, il y a toujours une forte attente à cause de ce qu'ils appellent un oubli, les habitants des quartiers, qui se sentent, c'est leur mot, hein, qui se sentent abandonnés, parce qu'ils estiment qu'on favorise trop le centre-ville. En termes d'investissement sur un budget annuel, la part de l'investissement accordé au centre-ville est beaucoup plus importante, évidemment, que pour le reste des 9 autres dixièmes de la ville. Donc ça mériterait un rééquilibrage dans le sens d'un regard apporté vers les quartiers. Je rappelle également, puisque ça c'est très frais, ça va vous plaire, Madame le maire, que votre engagement, vous avez pris devant les familles concernées, n'a pas été tenu, notamment concernant les 2 centres aérés que vous supprimez, alors que vous dépensez 700 000 € pour la soirée de gala de lundi. C'est plus que ce que coûte une année de gestion de ces 2 centres aérés.
Voilà. J'en termine avec les taux fiscaux. Vous affirmez, je vois que ça fait parler, vous affirmez que les taux fiscaux n'ont pas varié depuis 23 ans. Évidemment, ça avait commencé, comme c'est dit d'ailleurs dans le rapport, avec la municipalité précédente. Nous l'avons souvent dit, mais c'est une illusion d'optique parce que dans le même temps, chaque année, et on n'a pas d'avis fiscal annuel pour le constater, mais j'avais fait le calcul, vous augmentez tous les tarifs des services publics locaux, la moyenne était de 3%, je vous l'avais dit précédemment, et c'est là un impôt au quotidien, 20 centimes par là, 10 centimes par là. Je ne parle pas, parce que je vois que Reine Verger me regarde fixement, de ce que vous annoncez dans le rapport concernant les caveaux, les rentrées des caveaux, les tarifs des caveaux. Mais bref, voilà, des impôts indirects. Alors, 2 points encore. Je ne reviendrai pas sur les aléas causés par l'État au fil des dernières années avec la réduction des dotations. On était bien d'accord, on était sur la même ligne d'analyse parce que c'était une pénalisation des collectivités locales. Ça avait commencé en 2008. Le président Sarkozy avait alourdi la dette de 600 milliards. Ces effets avaient obligé les gouvernements, sous la présidence de M. Hollande, de demander une participation des collectivités territoriales. Gérard nous en a beaucoup parlé, de l'impact que cela avait, total 15 millions d'euros. Donc, et actuellement, sous la présidence de M. Macron, nous en sommes au pacte financier qui régule, qui essaie de faire la morale aux collectivités locales sur la dette, sur l'emprunt. Enfin, il faut maîtriser ce que l'État ne fait pas et que tu as rappelé tout à l'heure, Gérard. Donc, c'est un petit peu difficile d'entendre ces leçons au niveau national pour nous ici. Et puis, pour finir, vous avez combattu, vous menez un combat que moi je qualifie d'arrière-garde contre la métropole, qui, selon vous, on l'a entendu tout à l'heure, représenterait une descente aux enfers, même si je concède que la mise en place de la métropole est lente. Mais j'y vois là une lecture plus politique. Votre objectif, bien sûr, est de préserver la spécificité d'Aix et du pays d'Aix, mais je pense qu'à force de faire comme cela s'apparente trop à vouloir demeurer un village gaulois enfermé avec quelques murs plus ou moins hauts. C'est un point de vue, Madame le maire, je sais que vous ne le partagerez pas. Bien entendu. Enfin, il y a eu la tentative avortée de la vente des parkings, toujours dans ce combat, celle tentée également de la vente de Pays d'Aix, de l'office Pays d'Aix à la Sacogiva, qui n'a pas marché. Alors vous le constatez, donc, comme je l'avais annoncé, que je ne suis pas rentré dans les détails ligne par ligne du budget, parce que je pense qu'on a vraiment tout dit, mais peut-être un dernier point, Gérard, sur les taux de réalisation. Effectivement, tu as dit 65%, je crois que pour l'investissement, c'est 60,6%, et nous sommes probablement au taux le plus bas de réalisation depuis 10 ou 15 ans. Voilà. Je vais m'en tenir là pour les commentaires. Comme les prétendants se bousculent à la porte de l'hôtel de ville, nul ne sait si vous serez encore là l'année prochaine, si nous serons nous-mêmes ici l'année prochaine. Mais je termine avec cette conclusion. Donc, quelle que soit l'équipe qui accédera à l'hôtel de ville dans quelques mois, elle ne pourra pas s'exonérer de faire un inventaire de votre politique avant de proposer un projet rééquilibré et équitable qui s'adresse enfin à tous les Aixois, sans exception, tant au niveau social qu'au niveau territorial. Et puis, rappelez-vous, Socrate a dit « Quand tu rencontres un être sage, tu ferais bien de l'écouter. » Merci.